Bien, bonjour sur cette webconférence consacrée aux courses. J'espère que vous m'entendez correctement. Je vous présente l'organisation un peu de cette webconférence. Tout d'abord, je vais vous présenter un PowerPoint. Ça va prendre une vingtaine de minutes, 20 ou 30 minutes, à la suite de quoi vous pourrez poser vos questions par écrit à l'aide du chat. Et à la suite de ces questions et auxquelles j'essaierai de répondre, un questionnaire de satisfaction sera chargé et vous pourrez, nous vous invitons à y répondre pour essayer d'améliorer la qualité de nos prestations à l'avenir. Voilà, donc bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents pour cette webconférence. Le sujet de cette webconférence est donc la filière course en France. Vous en entendez parler, certains, je vois les noms qui s'affichent, sont des acteurs de cette filière, d'autres contribuent à l'administration d'une certaine façon de cette filière. Finalement, elle est assez mal connue et l'objet de cette webconférence est de vous présenter les grandes lignes de cette organisation et les enjeux économiques qu'elle représente, ainsi que les grands défis auxquels elle devra répondre dans les années à venir. Donc la première diapo vous présente les différents acteurs. Ce tableau se lit de bas en haut, dans le sens où les éleveurs, la production de chevaux est la base de cette structure. Là, on parle souvent de l'industrie des courses et c'est une industrie qui fonctionne à partir de deux produits, si on peut dire. Le premier produit, c'est le cheval, qui est produit par les éleveurs et qui ensuite subit des transformations, une commercialisation, une valorisation. Et le deuxième produit, eh bien, c'est le jeu qui, lui, est un produit plus abouti et qui utilise justement le produit cheval transformé pour contribuer au fonctionnement de cette industrie. L'originalité du système français, vous le verrez au cours de cette présentation, eh bien, c'est que le jeu contribue au financement d'une bonne partie du fonctionnement de la filière, et c'est en cela que cette organisation a un caractère vertueux. Je vous présenterai plus en avant chacun des acteurs, les éleveurs qui sont réunis en association d'éleveurs, mais dont l'activité d'élevage est gérée par les sociétés mères. Les sociétés mères, il existe deux sociétés mères, ce sont France Gallo pour le galop, c'est-à-dire le plat et l'obstacle, et la SECF ou le trot pour le trot, comme son nom l'indique. Donc ces deux sociétés mères, vous le verrez, sont deux organismes clés dans l'organisation des courses en France. Elles gèrent à la fois l'élevage, mais également la valorisation à travers l'organisation des courses. Et puis, dans les clients, il y avait évidemment les joueurs et les points de vente qui se retrouvent dans les PMU ou les organismes agréés. Alors, les organismes agréés, je vous en reparlerai un petit peu, mais je ne veux pas dire qu'ils sont marginaux, mais depuis 2010, il est possible de jouer aux courses par Internet. Et donc, des organismes spécialisés proposent du jeu sur les courses par Internet. Ce sont des organismes qui ont été reconnus par le ministère, par l'État. Ils sont au nombre de 8 actuellement et ils sont autorisés uniquement à collecter des jeux sur Internet. La somme des enjeux est relativement faible, hein, puisqu'il est joué par Internet, hein, 1 milliard d'euros pratiquement. Le PMU en représente les trois quarts, ce qui veut dire que les 7 autres organismes agréés collectent, eux, environ entre 200 et 250 millions d'euros, ce qui est relativement faible. Il faut savoir que par ailleurs, le PMU, lui, collecte dans son réseau en dur. Alors le réseau en dur, c'est les points PMU dans les villages où vous pouvez jouer et avec des bornes ou bien avec le tenancier qui vous vend du jeu. Eh bien, le PMU, lui, collecte environ 8 milliards d'euros de jeux. Voilà donc les principaux acteurs que nous allons détailler. Dans les éleveurs, alors je vous ai mis un certain nombre de chiffres qui vous permettront de les reprendre si vous le souhaitez à travers le chargement du PowerPoint. La première remarque qu'on peut faire, si on fait le ratio entre juments saillies par éleveur,
on arrive à des ratios entre 1,5 chez l'anglo-arabe à 2,5 chez le trotteur français, ce qui montre que l'activité d'élevage est rarement une activité à part entière. Il existe évidemment des gros éleveurs qui en vivent complètement, mais une bonne partie des éleveurs sont des éleveurs pour lesquels c'est une activité annexe, soit des agriculteurs éleveurs de bovins ou autres, ou bien des acteurs de la filière qui ont d'autres activités professionnelles par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Et puis, si on balaye un peu chacune des productions, sur le trotteur français, la remarque qu'on peut faire, c'est que le nombre de juments saillies de 15 800 et la SECF essaie de le juguler parce il y avait une tendance à l'inflation. On est monté jusqu'à 20 000 juments saillies, mais ça faisait beaucoup trop de produits nés. Il faut savoir qu'avec 15 800 juments saillies, on arrive à 11 000 poulains nés, mais que sur ces 11 000 poulains nés, seulement 40 à 42% sont qualifiés. Donc, ça représente 4 500 poulains seulement qui verront un hippodrome. Le reste, eh bien, les 6 500 restants sont des poulains qui serviront au mieux pour le loisir, la chasse à courre ou autre, ou au pire qui iront à la casse. En termes industriels, ça a quelque chose de choquant de, de produire 11 000 poulains pour n'en utiliser 4 500, mais c'est le principe de fonctionnement des trotteurs français, puisque pour participer aux courses, il faut que les poulains soient qualifiés. Pour ce qui concerne les pur sang, vous voyez, c'est une production de 7 700 juments environ, 5 000 produits. Ce qu'il faut noter pour le pur sang, c'est le fait que 6 à 700 juments partent chaque année à l'étranger, principalement dans les îles britanniques, Irlande et Angleterre, pour y être saillis, parce que ces pays, pour des raisons fiscales, peuvent héberger les meilleurs étalons euh, tant sur le plan de la génétique que sur le plan de la notoriété et de la mode, parce qu'il y a une certaine mode. Et donc, ces 6 à 700 saillies, c'est un manque à gagner pour l'industrie française. Pour le reste, les AQPS, juste signaler que c'est une race relativement récente, puisqu'elle existe depuis 2006. C'est encore une race avec environ 950 à 1000 naissances, mais il y a un fort engouement sur cette race avec un fort courant d'exportation vers la Grande-Bretagne, ce qui d'ailleurs pose un problème à terme, puisque de nombreux AQPS partent dans les îles britanniques et ne sont plus présents sur le territoire français pour participer aux courses françaises, ce qui a tendance à créer des courses creuses et des lots creux. Les anglo-arabes de course j'ai mis entre parenthèses le nombre total d'anglo-arabes ou d'éleveurs d'anglo-arabes, et dessous, ce sont les chiffres exacts évalués de chevaux consacrés aux courses, puisqu'il existe des anglo-arabes pour le sport et autres. Et quant aux arabes de course, je n'ai pas pu obtenir les chiffres exacts, donc je vous ai juste mis entre parenthèses la production de chevaux arabes d'une façon générale, mais nombreuses de ces naissances sont consacrées à l'endurance ou à d'autres activités. Et l'élevage de chevaux arabes pour la course est quand même un élevage un peu de luxe et un peu de niche, dans le sens où il y a un fort engouement pour les Émirats arabes pour cette production, qui y investissent beaucoup, ce qui booste le marché, mais qui reste un marché quand même relativement réduit. Si on aborde maintenant la valorisation et la commercialisation, il existe plusieurs métiers. Alors, débourreur pré-entraîneur, pour le trot, c'est une activité qui est plutôt très intégrée parce que souvent l'éleveur est également l'entraîneur ou le propriétaire d'une façon un peu schématique. Quant au galop, c'est une activité qui a tendance à se développer pour deux raisons. Parce que ça permet de préparer les chevaux à moindre coût que chez un entraîneur. On peut estimer que le coût d'entretien d'un cheval chez un pré-entraîneur est de 28 à 35 euros par jour, ce qui représente un coût de 850 à 1000 euros par mois, bien inférieur au prix chez un entraîneur. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, ça permet de trier les poulains et de n'envoyer chez l'entraîneur que les poulains qui ont vraiment un avenir pour les courses. Les agences de vente, comme vous le voyez, il y en a deux principales, mais une qui domine largement le marché, qui est Arcana, qui est historiquement la plus ancienne, qui a une activité plutôt concentrée sur le galop, avec 2500 chevaux vendus par an, et 90% de son chiffre d'affaires est consacré au galop. Arcana qui vend des yearlings, environ 1000 yearlings par an, et puis également des chevaux prêts à courir, des chevaux d'élevage, des faules et des poulinières, et puis des chevaux également à l'entraînement. Osarus, c'est une agence de vente plus récente. Vous le voyez aux effectifs qui sont vendus par cette vente. Elle est originaire du Sud-Ouest, et l'objet de cette agence était un peu de
contrebalancer la situation de monopole dans laquelle Arcana se trouvait, et ça permet de faire vendre des chevaux peut-être de moins bonne qualité en termes de notoriété génétique, mais ce sont des chevaux qui doivent quand même passer sur le marché parce que les éleveurs, s'ils les produisent, c'est également pour les vendre. Et puis les autres agences de vente qui concernent principalement le trot, c'est l'agence de vente qui organise, enfin c'est une association d'éleveurs qui organise des ventes à Caen, qu'on peut qualifier plutôt des ventes de services parce qu'il s'agit de chevaux euh, ayant des pédigrés sûrement pas trop à la mode pour être attractifs sur un marché national ou international, mais cela n'empêche pas ces agences de contribuer à la vente de bons chevaux. L'autre moyen de commercialisation, eh bien, ce sont les courses à réclamer, qui sont des courses spécifiques où tous les chevaux qui courent sont à vendre et à l'issue de la course, les gens qui veulent acheter connaissent le prix de réclamation et ils peuvent faire une offre et c'est le plus offrant qui récupère le cheval et on dit à ce moment-là que le cheval est réclamé. Enfin, dernier moyen de commercialisation, c'est évidemment les ventes, les ventes amiables qui se font par des tournées dans les élevages ou par des concours de modèles et allures, en particulier pour les chevaux à QPS qui restent attachés au modèle. Alors l'organisation des courses, elle se fait sous la tutelle de l'État, bien sûr, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tutelle du budget, parce que les courses sont réglementées, c'est un monopole attribué au PMU pour ce qui concerne les jeux en dur, et il existe une fiscalité sur les jeux qui rapporte de l'argent à l'État, et il est logique que le budget assure une tutelle sur cette activité. Le ministère de l'Agriculture, dans la mesure où les deux sociétés mères, France Gallo et la société d'encouragement, ont une mission de service public et elles contribuent à l'amélioration des races. Et en ce sens, l'agriculture assure une tutelle sur ces deux sociétés mères. Et puis l'intérieur, parce que dans la mesure où ce monopole est attribué pour le PMU, c'est une forme de dérogation, car le jeu de hasard ou les jeux sur les courses sont interdits normalement en France, sauf par dérogation pour le PMU et la Française des Jeux. Et donc, le ministère de l'Intérieur assure un contrôle de la probité des acteurs. Par exemple, il y a des enquêtes, des renseignements généraux pour obtenir les couleurs. Et le ministère de l'Intérieur surveille également la régularité des courses et les masses d'enjeux qui y sont contribuées. Les deux sociétés mères, qui sont France Gallo et la société d'encouragement, sont les deux piliers de cette organisation des courses. Elles sont gérées par on le verra un peu plus loin, par un comité et un conseil d'administration chacune. Et puis en bas de ce schéma, il y a les sociétés de courses de province au nombre de 225, auxquelles il faut ajouter les 10 hippodromes qui sont gérés par les deux sociétés mères et qui sont la base sur le terrain de l'activité et de l'organisation des courses. Et j'ai mis de chaque côté le GIE PMU, qui est le PMU, qui a une forme juridique de GIE, qui collecte les enjeux dans le réseau en dur et par Internet. Et puis j'ai mis à côté l'opérateur PMH, qui sont des organismes privés, il y en a quelques-uns en France, qui collectent les jeux sur les champs de course, uniquement sur les champs de course et dont c'est le métier. Et nous aurons l'occasion d'évoquer peut-être un peu le coût de cette opération. Et puis en face de cela, j'ai également mentionné le bénévolat parce que ces sociétés de courses de province, eh bien, elles sont basées pour la majorité sur l'activité de bénévolat qui contribue au bon fonctionnement et à l'organisation des courses sur tout le territoire français. Les deux sociétés mères, comme je vous l'ai dit, elles sont gérées par un conseil d'administration d'une douzaine de personnes et un comité d'environ 50 personnes constitué à la fois de socioprofessionnels, euh, propriétaires, entraîneurs, éleveurs, jockeys et également de représentants des fédérations régionales des acteurs donc de la filière. Et puis, ça c'est la moitié, et l'autre moitié est constituée de cooptés, c'est-à-dire des gens qui sont intégrés dans le comité de la société mère en raison de leurs compétences ou de leur engagement dans les courses. Alors ça peut sembler avoir un caractère désuet, mais ces cooptés contribuent d'une certaine façon à une certaine stabilité dans les sociétés mères, puisqu'elles sont les comités étant renouvelés tous les 4 ans, sauf les cooptés qui restent, qui sont la partie stable de l'organisation. Et donc, ça évite d'avoir des
des évolutions de la réglementation tous les 4 ans si jamais il n'y avait que des socioprofessionnels dans l'organisation des courses. Donc les deux sociétés mères, elles définissent la politique de leur discipline, tant dans l'élevage que dans l'organisation des courses. Elles gèrent leur discipline en écrivant, en définissant un code des courses. Elles définissent les conditions de course et les programmes des courses. Elles répartissent les allocations. Et puis, elles délivrent les licences pour les entraîneurs, pour les jockeys, pour les drivers. Et elles gèrent les comptes des professionnels. Ça, c'est l'activité gestion de la discipline. Elles assurent également le contrôle de la régularité des courses dans leur discipline à travers la formation des commissaires et la mise à disposition de commissaires pour les hippodromes parisiens, mais également la formation des commissaires des hippodromes de province. Et puis, les deux sociétés mères gèrent des hippodromes et des centres d'entraînement et elles font fonctionner leurs hippodromes à l'aide du groupement technique des hippodromes parisiens qui assure toutes les actions techniques qui sont nécessaires pour organiser une réunion de course, vidéo, accueil du public, juge, vétérinaire. Donc ça, c'est un organisme spécifique pour les hippodromes parisiens. Donc ces deux sociétés mères, j'évoque leurs effectifs de personnel et je mentionne sur la diapo qui vous est présentée le nombre de les centres d'entraînement qui sont pour France Gallo, Chantilly, Maison Lafitte et Deauville et pour la SECF Grosbois. Et ces deux sociétés mères gèrent une dizaine d'hippodromes, dont avec 3 hippodromes phares, Longchamp pour le galop, le plat, Auteuil pour l'obstacle et Vincennes pour le trot, avec, vous voyez, le nombre de réunions qui sont organisées. Alors Longchamp est actuellement en travaux puisqu'il est en cours de rénovation pour un montant d'investissement de l'ordre de 132 millions d'euros. Et les courses de Longchamp, les 29 réunions de Longchamp sont réparties sur les hippodromes de Saint-Cloud, Maison Lafitte, Chantilly et Deauville. Et Enghien, qui courait en plat et en obstacle et au trot, ne court désormais plus au trot et environ 18 réunions d'obstacles ont été transférées sur des hippodromes de province, en particulier celui de Compiègne. Voilà pour les deux sociétés mères. Alors, la Fédération nationale des courses hippiques, je ne l'ai pas évoqué dans le schéma central que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un peu l'organisme de coordination et de réflexion sur l'organisation des courses. Elle coordonne les calendriers entre disciplines. Elle est évidemment, au niveau national, l'interlocutrice des fédérations régionales. Elle coordonne les actions de lutte antidopage. On aura l'occasion de développer cette partie. Elle définit les orientations en matière de politique sociale dans les écuries de course et elle gère le fonds commun. Alors, ce fonds commun, c'est une somme d'argent qui provient du prélèvement du résultat net du PMU et qui est destiné soit à contribuer au financement des investissements des sociétés de course, en particulier des sociétés de province. Alors, ces investissements peuvent être aidés à travers soit une subvention, soit une bonification d'intérêt. Et puis, la Fédération nationale gère également des subventions du fonds commun pour le fonctionnement et l'organisation des courses en subventionnant de différentes façons avec des grilles de taux de subvention pour les pistes, pour l'organisation des courses, pour les centres d'entraînement. C'est ce qu'on voit apparaître dans les comptes des sociétés comme étant des subventions d'organisation de compétition. Alors après, parmi les deux sociétés mères et la fédération gèrent des organismes communs. Alors les ai listés, je ne vais pas entrer dans le détail de chacun de ces organismes communs. Vous avez la signification de leur vocation. L'ORPESC qui s'occupe des retraites, la FASEC qui est l'organisme de formation pour les courses et de réorientation des professionnels. Alors, ces deux organismes sont financés de façon un peu particulière puisqu'ils sont financés soit par les centimes, soit par les tickets non réclamés, dits les impayés, et qui contribuent à financer cette activité de retraite et cette activité de formation. Le GTHP, on en a déjà parlé. Le laboratoire des courses hippiques, qui est exemplaire en France, puisque il contribue à
au contrôle de la régularité des courses. Il est organisé environ, je crois, 40 000 prélèvements, 40 000 analyses, dont 32 000 concernent les courses, l'entraînement et l'élevage. Et sur ces prélèvements, seulement 0,23% sont positifs. C'est un des laboratoires, le laboratoire des courses hippiques est un des laboratoires les plus réputés au monde, et il est sollicité par des pays lorsqu'ils ont besoin de faire des contre-analyses. Euh, et il faut quand même noter qu'il coûte environ, ce fonctionnement coûte 10 millions d'euros à la filière course. C'est dire si la filière course a la volonté de contrôler de façon précise l'éventuel dopage dans les courses, qui, je vous ai parlé de 32 000 prélèvements, c'est plus que tous les prélèvements des autres fédérations sportives qui peuvent exister, de l'ensemble des autres fédérations sportives qui peuvent exister. C'est dire s'il y a une grande attention qui est portée sur cet aspect-là. Equidia, qui est financé par les courses avec deux chaînes, l'une consacrée uniquement aux courses, Equidia Live, et puis Equidia Life, qui est plutôt orientée vers l'équitation, mais dont l'objectif est d'attirer parmi le monde du cheval, et de l'équitation en particulier, mais du cheval d'une façon générale, de nouveaux parieurs ou des parieurs potentiels. Et puis le PMU que nous évoquerons un peu plus loin de façon plus précise. Alors, je vous ai parlé des fédérations régionales. Elles sont au nombre de 9. Elles fédèrent les 225 sociétés de courses de province. Elles sont organisées avec des comités régionaux de trot et de galop qui réunissent principalement les socioprofessionnels. Et puis, leur organe politique, ce sont les conseils régionaux de chacune des disciplines qui réunissent à parité les sociétés de course, les représentants des sociétés de course et les représentants des socioprofessionnels. Euh, le, il existe 9 fédérations régionales de course, mais les comités régionaux du galop sont au nombre de 5, car il y a eu des fusions entre fédérations pour réduire et optimiser l'activité des courses dans les régions, parce que une des missions des fédérations régionales, c'est de coordonner les calendriers et des sociétés de course. C'est également de donner un avis sur les aides financières qui sont sollicitées par les sociétés de course, et c'est de proposer les classifications des hippodromes et de gérer le bureau technique régional. Évidemment, comme je le répète, ces 25 sociétés de course, en particulier leurs présidents, mais tous leurs équipes sont souvent sont des bénévoles. Alors, ces fédérations régionales, je vous décris un peu les 225 sociétés de course. Je vous mentionne chacune des fédérations, et par exemple, Anjoumen, Centre-Ouest et Ouest ont le même conseil régional du galop et comité régional du galop. Elles se sont unifiées. Si les grandes lignes de ces chiffres qui vous sont présentés, eh bien, vous voyez, si on prend toutes les sociétés de course Anjoumen, Ouest, Sud-Ouest, Basse-Normandie, d'un espèce d'arc atlantique, on constate que 70% des 225 hippodromes y sont représentés, ce qui représente 157. Ça, c'est un premier chiffre. L'autre chiffre qu'on peut constater, c'est que 66 plus 61, ça fait 127 hippodromes, organisent 5 réunions ou moins, donc sont vraiment des petites sociétés, entre guillemets, sans être péjoratif vis-à-vis de ces sociétés, mais qui fonctionnent principalement sur le bénévolat et qui n'organisent pas de réunions avec le PMU. Et puis, il y a 31 plus 30, 61 sociétés de course, soit 27%, qui organisent 11 réunions ou plus. Ce sont principalement ces sociétés de course qui organisent des réunions premium. Les réunions premium sont des courses qu'on appelait autrefois des réunions PMU, c'est-à-dire ce sont des réunions sur les courses desquelles on peut parier dans tous les points de vente du PMU de France et de Navarre, et également sur Internet, contrairement aux petites sociétés qui, elles, n'organisent que du PMH. Il faut savoir que pour ces petites sociétés-là, le PMH, vu le coût des guichets pour collecter les jeux PMH et les résultats des collectes d'enjeux, souvent cette activité de jeu est
pour la société elle-même. Et ces moyens, ces ressources sont les entrées lorsqu'elles sont payantes, la buvette, le jeu PMH, mais comme je vous l'ai dit, il est souvent déficitaire. Quand on fait le rapport entre ce que ça rapporte une fois le versement au joueur effectué et ce que coûte un guichet, enfin le paiement des guichets du PMH, eh bien le ratio est négatif. Et les subventions, les autres ressources sont les subventions que peut verser la fédération nationale, et puis des activités annexes comme des centres d'entraînement ou des locations de salles ou des sponsors. Euh, donc voilà pour les fédérations régionales. Quelques chiffres sur on a vu le décor en quelque sorte, les sociétés de course et les champs de course, et maintenant on voit les acteurs que sont les propriétaires, les entraîneurs et les jockeys. Donc ici des chiffres sur lesquels j'entrerai pas vraiment dans le détail, mais vous voyez que finalement c'est pas tant que ça de professionnels qui sont impliqués dans l'activité des courses, si ce n'est que quand on additionne tous les entraîneurs avec leurs salariés qui figurent en bleu, et puis les drivers jockeys, les éleveurs et les activités annexes, on considère que sur les 180 000 emplois de la filière équestre, environ 80 000 sont consacrés, sont des emplois liés aux courses. Voilà, donc on voit finalement que les propriétaires sont pas si nombreux que ça, mais ils sont en quelque sorte les piliers de l'organisation, puisque de par leur passion, ils engagent leur propre denier pour faire fonctionner la filière, parce que c'est pas une activité particulièrement rentable. On va le voir au fur et à mesure des chiffres. Les courses et les chevaux, là encore, je vous donne des chiffres, mais pour avoir des ordres de grandeur, il est intéressant dans cette diapositive de regarder la dotation moyenne par course, 22 000 chez les trotteurs, 30 000 pour l'obstacle et 24 000 sur le plat, et la place à laquelle se situent ces dotations moyennes par rapport aux autres pays du monde. Eh bien, au trot, la France est le premier pays en dotation moyenne, hein, bien devant la Suède qui est à 8 500 euros de moyenne dans ses courses. La Suède étant un des concurrents, enfin un des acteurs majeurs du trot en Europe derrière la France. Pour ce qui concerne l'obstacle, les 30 000 euros moyens situent la France au second rang derrière le Japon, mais qui organise assez peu de courses. Et la France se situe bien devant l'Irlande à 17 000 euros et l'Angleterre à 13 000 euros. Et puis pour le plat, 24 000 euros, ça situe la France au 9e rang mondial, mais principalement derrière des pays émergents où les courses et les dotations et le jeu explosent, comme Hong Kong, les Émirats arabes unis, la Corée, le Qatar, Singapour, le Japon. Mais avec 24 000 euros, la France se situe devant l'Irlande, 22 000, et l'Angleterre, 16 800. Alors, les sommes qui sont allouées, une fois on multiplie la dotation moyenne par le nombre de courses et on obtient ces sommes-là, vous voyez que les sommes qui sont distribuées sont quand même relativement importantes, puisqu'on arrive au final à 574 000 euros, 574 millions d'euros. Alors, il y a les prix et les allocations qui sont les dotations des courses. Vous avez la répartition par discipline, et le total de ces sommes qui est en millions d'euros vous donne le rang également au niveau international. Donc la France est vraiment un pays de course. Les primes aux éleveurs, qui sont des primes qui sont destinées à financer l'action des éleveurs, même si les chevaux ne leur appartiennent plus. Les primo-propriétaires, qui sont réservés au galop et qui contribuent à inciter les propriétaires à acheter des chevaux nés et élevés en France, parce que seuls ces chevaux-là bénéficient de ces primes propriétaires. Et puis les contributions diverses sont les droits d'engagement et les sponsoring, qui sont redistribués aux éleveurs évidemment. Il faut que j'accélère un peu. La rémunération des acteurs, alors ça, ce sont des données qui sont assez intéressantes, parce qu'elles ne sont pas forcément facilement accessibles. Alors, dans les dotations, au trot, les 7 premiers perçoivent une dotation. Donc, si la course est une course de 10 000 euros, le premier va toucher 5 000, le deuxième touchera 2 500, et ainsi de suite. Au galop, seuls les 5 premiers
bénéficient d'une dotation, sauf dans les courses événements, c'est-à-dire les quintés. La prime aux propriétaires, elle est calculée à partir des dotations attribuées au cheval, mais uniquement pour les chevaux élevés en France et courant dans des courses ouvertes, c'est-à-dire courant dans des courses qui sont ouvertes à tous chevaux, y compris des chevaux venant de l'étranger. Et seuls les chevaux français bénéficient, et les propriétaires de ces chevaux français nés et élevés en France bénéficieront de ces taux de prime. Les primes à l'éleveur qui sont très incitatives, 12,5% au trot, 15% à l'obstacle, et puis variables selon que les chevaux sont non pur sang pour le plat, sont conçus, c'est-à-dire issus d'une saillie d'un cheval en France ou issus d'un étalon stationné hors de France. Donc ces primo-naisseurs sont un moyen pour l'éleveur qui perçoit de l'argent lorsqu'il vend son poulain, ultérieurement, si le poulain devient bon, de continuer à percevoir des dividendes. L'entraîneur, comme vous le voyez, touche 15% au trot de la dotation et 10% pour le galop, y compris sur la prime propriétaire. Et le jockey touche 5% et 8,5%, sachant que 1,5% repart à la caisse de compensation des jockeys de galop. Je vous ai mis un exemple ici qu'on peut examiner rapidement. Vous avez un cheval de 3 ans qui est né et élevé en France, qui gagne une course plate ouverte, c'est-à-dire ouvert à tout chevaux, dont le nominal est de 20 000 euros. Le nominal de 20 000 euros, il touche 50% parce qu'il est premier, donc il perçoit 10 000 euros. La prime au propriétaire, 64% de 10 000 euros, ça fait 6 400 euros. L'éleveur, lui, va toucher 19% de cette dotation-là, de ces 16 400 euros, ce qui représente 3 116 euros, mais qui est pris sur une enveloppe spécifique. Et l'entraîneur, quant à lui, va toucher 10%, dont 6% pour lui et 4% pour son écurie, ce qui représente ces sommes-là. Le jockey va toucher 8,5%, dont 7% pour lui et 1,5% pour la caisse des jockeys. Au final, le propriétaire, il a gagné 16 400 euros, moins ce qui est reversé directement à l'entraîneur, à l'écurie, au jockey, à la caisse des jockeys, ce qui représente 13 366 euros. Mais le propriétaire doit également prendre à sa charge la pension et le travail du cheval chez l'entraîneur, qu'on peut estimer, qui varie entre 1500 et 2200 euros par mois lorsqu'il fait appel à un entraîneur public, sans compter les frais annexes que sont le vétérinaire, le transport du cheval, les engagements dans les courses. Et globalement, on considère que le propriétaire y est de sa poche à hauteur de 50%, c'est-à-dire que pour 10 000 euros dépensés, ces gains-là vont représenter seulement 5 000 euros et on ne compte pas là-dedans l'investissement correspondant à l'achat de son cheval. Donc quand je vous disais que le propriétaire était un personnage clé dans l'organisation des courses, c'est qu'il accepte de perdre de l'argent. Alors il y en a qui en perdent, il y en a qui en gagnent, mais évidemment il vaut mieux être dans la catégorie de ceux qui en gagnent. Les clients qui financent la filière, alors on aborde là le point du PMU, c'est un groupement d'intérêt économique qui est co-géré par les sociétés mères et les sociétés premium, c'est-à-dire les 70 sociétés qui organisent des réunions premium. Il bénéficie du monopole sur la prise des enjeux dans le réseau des points de vente physiques, c'est-à-dire dans le réseau en dur. Ça, c'est de la même façon que la Française des Jeux bénéficie de ce monopole pour la collecte des jeux sur le sport. Alors sur ce tableau-là, sur ce document-là, je vous ai mis un certain nombre d'éléments caractérisant le PMU et je vous ai mis en face les éléments caractérisant la Française des Jeux parce que c'est un peu le concurrent historique et complet de la Française des Jeux. Donc 13 200 points de vente. Il faut savoir que le PMU, il y a environ 300 points de vente qui ferment chaque année et que le PMU en crée au moins autant. Environ 5 à 6 millions de clients, plus de 9,7 milliards d'euros d'enjeux collectés, 13,7 pour la Française des Jeux, un prélèvement pour l'État de 876 millions d'euros, c'est quand même pas négligeable. La Française des Jeux, elle, rapporte à l'État 3,1 milliards d'euros. Et puis, la clé de voûte du système français, 807 millions de résultats nets, hein, il s'agit des chiffres 2015, 807 millions de résultats nets qui sont reversés à la filière et qui contribuent au fonctionnement des sociétés mères et aux dotations des courses et les financements des différentes primes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un principe intangible dans l'organisation des courses en France, c'est le pari mutuel, tant pour le PMU d'ailleurs que pour les officines qui
officient sur Internet. C'est un principe qui pour l'instant, n'est pas remis en cause. Cela veut dire que la cote évolue en fonction des mises engagées sur chaque cheval, contrairement aux bookmakers qui définissent la cote, disent ce cheval-là, je vous le propose à 5 contre 1, et puis même si la cote évolue au fur et à mesure du temps, vous avez joué à 5 contre 1, vous toucherez le cheval à 5 contre 1, quoi qu'il en soit. Les évolutions récentes, je vous l'ai dit, c'est en 2010 l'ouverture des jeux en ligne avec le PMU qui consort le monopole sur le jeu en dur, le PMU qui développe son offre en ligne et obtient son agrément pour le sport et le poker, et puis 10 opérateurs agréés, il n'en reste plus que 8, deux ont cessé de fonctionner pour les courses. En 2014, c'est la mise en place d'une taxe affectée de 6,3% qui est cette taxe affectée est payée par les opérateurs en ligne parce qu'ils utilisent l'image des courses et le support des courses françaises pour collecter du jeu. Il est normal qu'ils apportent une contribution à l'organisation de ce spectacle qui contribue à leur business. Donc cette taxe a été fixée au début en 2014 à 5,7% et elle est actuellement à 6,3%. Et puis en 2015, le PMU a dû opérer la séparation des masses de son offre en dur et de son offre en ligne. Si vous le voulez, je vous expliquerai ça plus tard, mais j'ai pas le temps, étant donné le timing. Alors, deux derniers tableaux qui illustrent les enjeux sur les courses et les enjeux pour les courses. On voit sur ce tableau la première marque, c'est la somme. Hein. On est passé de 10 milliards de 4, 10 milliards 5 pratiquement en 2012 à 9 milliards 7 en 2016. Le taux de retour joueur, c'est la part qui revient aux joueurs, oscille entre 75 et 74%, mais elle est très variable selon la catégorie du jeu. Les jeux simples rapportent plutôt 83% et les quintés ou les jeux de combinaison rapportent plutôt 63-65% aux joueurs. Le PMU a stabilisé ses coûts de fonctionnement dans cette période de crise qui sont environ de 600 millions d'euros, hein, vous le voyez ici. Malgré la nécessité d'investir dans la modernisation de ces points PMU et puis d'être dans un contexte de jeu, de développement du jeu où il y a de forts efforts de vente, de promotion et de marketing à faire. Et puis au final, l'État globalement, eh bien, sur cette période de 5 ans, a perdu pratiquement 100 millions d'euros de contribution à l'État et le résultat net de la filière est passé de 876 à 807, ce qui représente une baisse des enjeux de 70 une baisse du résultat net et donc de ressources pour les sociétés mères de 70 millions d'euros, ce qui explique que les sociétés mères ont dû engager depuis plusieurs années un plan drastique de réduction de leurs dépenses dans leur fonctionnement, leur objectif étant d'essayer de préserver les dotations des courses pour ne pas pénaliser les acteurs de la filière qui sont des acteurs économiques qui, eux, ont besoin de cette manne pour vivre, d'autant plus que la majorité de leur activité est assurée par du personnel et que les charges de personnel, elles, ne diminuent pas. Donc, après cette présentation, voilà un dernier tableau sur les recettes et la répartition des recettes PMU 2016. Donc, vous voyez les paris en ligne et en dur pour les courses, dont la France, dont 7 milliards 854 millions sur la France et 1 milliard quand même à l'international. Le PMU fait de gros efforts pour développer la collecte pour développer le jeu sur les courses françaises à l'international et vous voyez que ça représente une augmentation en 2016 de 29%. Le pari sportif représente quand même très peu de ressources par rapport aux courses elles-mêmes et le poker est un marché un peu légèrement en décroissance. Donc vous voyez 9 milliards 738 millions d'euros joués, une baisse de 0,6% en 2016. On peut avoir un peu d'optimisme pour 2017, toujours le premier trimestre est légèrement positif, est à plus 0,6%. Dans ce contexte, quels sont les grands défis des courses à courte échéance? Comme je vous l'ai dit, augmenter, maintenir, voire augmenter les sommes redistribuées aux acteurs, parce que ce sont des acteurs économiques à part entière, les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs. Alors évidemment, il y a la solution pour trouver ces ressources,
c'est de réduire le fonctionnement des sociétés de course, en particulier des sociétés mères ou des organismes affiliés, mais ce système de réduction a des limites, et donc l'objectif principal en lien avec le PMU, c'est d'augmenter le résultat net du PMU. Et alors pour cela, le PMU a engagé un plan de modernisation qui s'appelle PMU 2020, qui a été révisé en PMU 2020.1, et on se rend compte que finalement la forte partie de la baisse du PMU en dur correspond à l'augmentation de la Française des Jeux sur le sport. Et donc, il y a toute une querelle actuellement entre, enfin une querelle, une prise de conscience du PMU pour essayer de contrer ces jeux sur le sport. Alors en créant des nouveaux jeux avec peut-être un taux de retour joueur plus élevé, en attirant de nouveaux joueurs pour rajeunir la population des joueurs du PMU qui est une population qui vieillit beaucoup, en utilisant le potentiel de développement offert par les nouvelles technologies type tablette et smartphone. Il y a déjà des choses de fait, mais je pense que le PMU a la volonté de développer ces activités-là. En développant l'international, comme on l'a vu, le PMU a déjà racheté des officines en Allemagne et au Brésil, et en essayant de négocier avec l'État ou en essayant de trouver des moyens d'améliorer le taux de rémunération des points de vente, car si le jeu sur le sport évolue positivement, c'est parce que, entre autres, le taux de rémunération des bistrotiers est de 5,2% par la Française des Jeux, alors que pour le PMU, il n'est que de 2%. Évidemment, si le PMU voulait augmenter cette rémunération à 3%, ça aurait des conséquences sur son résultat net. Donc, il faut qu'elle trouve les moyens d'intéresser les bistrotiers pour vendre du PMU, mais sur les 13 000 points de vente PMU, 75 à 80% sont des points de vente mixtes PMU et Française des Jeux, ce qui explique que la concurrence est quand même très forte. Et puis négocier avec l'État pour obtenir une meilleure fiscalité et peut-être faire tomber le monopole de la Française des Jeux sur le sport, mais nous n'en sommes pas là. Voilà, j'ai été un peu au galop de chasse pour vous présenter cette activité course. Et donc, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je pense qu'il y en a déjà. Je vais essayer d'y répondre. Je laisse la main à l'animatrice du réseau des webconférences pour vous indiquer le mode de téléchargement du PowerPoint qui vous a été présenté. Et puis, à la suite des questions, je vous inviterai à répondre au questionnaire à répondre au questionnaire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, je vois dans les questions, les socioprofessionnels sont vent debout contre la Française des Jeux et l'État, disant que l'État se faisant lui-même sa propre concurrence. On me demande mes commentaires. Alors, je vais pas, je vais laisser tomber un droit de réserve. C'est vrai que vous avez vu sur ces chiffres que la Française des Jeux rapporte 3 milliards et quelques à l'État, et que les courses ne rapportent que, entre parenthèses, 800 et quelques millions d'euros à l'État. Il y a 5 ou 6 ans, la Française des Jeux et le PMU faisaient un chiffre d'affaires à peu près équivalent de 10 milliards d'euros chacun. On constate que l'État, le reproche qui est fait à l'État, c'est d'avoir privilégié le résultat, enfin les retours, la fiscalité qui revient à l'État, et d'avoir laissé se développer un certain nombre de jeux ou des conditions qui font que la Française des Jeux a repris le dessus, en particulier à travers le jeu sur le sport. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu récemment une manifestation à Paris. Les professionnels des courses se sont un peu élevés contre l'absence de véritable politique du jeu de l'État français, qui, en attribuant un monopole au PMU depuis très longtemps, au PMU, à la Française des Jeux,
devrait avoir pour mission également de contribuer. C'était d'ailleurs écrit dans le texte qui définissait l'ouverture des jeux en ligne en 2010, veiller à ce que qu'il y ait un développement harmonieux des jeux sans créer de distorsion de concurrence et sans mettre en péril l'activité des différents acteurs. D'autant plus que la Française des Jeux, elle, n'a pas à financer une activité économique du secteur des courses parce que le PMU, comme je vous l'ai présenté, fait vivre des entraîneurs, des jockeys, des propriétaires, des éleveurs. Et donc, les courses contribuent à créer de la richesse d'une certaine façon. Et cette richesse, bah, par ailleurs, elle paye de la TVA, elle paye des impôts, elle crée de l'emploi, elle occupe de l'espace et elle crée de la sociabilité sur les champs de course et dans les provinces. Donc, les courses insistent fortement sur ces missions qui sont des missions supplémentaires que n'assure pas la Française des Jeux et à ce titre demande à l'État d'apporter de lui donner les moyens de ne pas être complètement envahi et dépassé par la Française des Jeux. Alors, vous n'avez pas fait mention du fonds éperon. Pourquoi? C'est vrai, j'ai pas fait mention du fonds éperon. Le fonds éperon, c'est 12 millions d'euros. Vous comprendrez. Alors, c'est sûr que pour la filière hippique en dehors des courses, c'est important. Ça permet de financer des projets liés à l'équitation ou autres activités transversales. Mais 12 millions d'euros, c'est pas une somme énorme. Cette somme-là est prévue dans les textes, mais il est évident que dans une période de récession où les courses font les fonds de tiroir, on peut craindre qu'à un moment ou à un autre, ils disent le fonds éperon, c'est 12 millions qu'on génère et qui serait préférable de récupérer plutôt que de réduire les dotations des courses telles que c'est envisagé actuellement pour 2018 à France Gallo. Pour l'instant, les responsables des courses disent la main sur le cœur, il est hors de question de toucher au fonds éperon. Donc, il faut s'en réjouir pour la filière épique, mais il faut quand même se dire que ce fonds éperon est en situation pas forcément très confortable dans une période où les sociétés mères ont l'obligation de faire des économies et de réduire leurs charges. Donc les 12 millions ne sont pas négligeables. J'ai oublié d'en parler, certes, mais voilà pourquoi, voilà grosso modo pourquoi j'avais oublié d'en parler. Comment comprendre le programme d'investissement sur l'hippodrome de Longchamp lorsque les sociétés mères doivent faire autant d'économies? Le programme de Longchamp existe depuis très longtemps. Et le projet de Longchamp existe depuis très longtemps, mais pour des différentes raisons administratives, financières, il n'a pas vu le jour. Et puis, lors de son dernier mandat, le président Bélinguer de France Gallo a mis un point d'honneur avec son équipe à mettre en route le projet Longchamp. De toute façon, il fallait faire des travaux à Longchamp et si ça n'avait été que la rénovation pour des raisons de sécurité ou en particulier le béton qui vieillissait très mal et qui devenait dangereux, les coûts de rénovation auraient été pratiquement équivalents au coût de la construction d'un hippodrome neuf. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand vous allez en Angleterre ou en Irlande et que vous voyez les outils qu'ils peuvent avoir en termes d'hippodrome, que ce soit Cheltenham, Ascot, Newmarket, euh, ils ont des véritables outils du 21e siècle, sans parler de Hong Kong ou même de Medan à Abu Dhabi. Donc, si la France voulait rester dans le peloton de tête des pays organisateurs de courses, il lui fallait un écrin pour valoriser les courses internationales. Et c'est en cela qu'elle a fait le choix
d'investir sur Longchamp. Je pense que stratégiquement, c'était nécessaire. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais à un moment, il fallait prendre la décision et la décision a été prise, donc on ne peut pas leur reprocher. Que faut-il penser du think tank Equistratis? Alors le think tank Equistratis, c'est l'émanation de quelques socioprofessionnels qui veulent faire réfléchir et faire des propositions sur l'évolution. Ça s'inscrit tout à fait dans le mouvement, dans les mouvements qu'il y a actuellement sur la, 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 la réflexion à mener sur la modernisation de l'image des courses et le développement du jeu. Alors, la personne qui fait les conférences d'Equistratis, là, j'ai vu qu'ils sont passés au Lyon d'Angers, ils sont allés à La Teste, ils étaient à Alençon il y a quelques jours. Monsieur Karl, je crois, qui est le principal orateur lors de ses interventions, c'est un lobbyiste et qui a une analyse tout à fait pertinente de la situation. Et je trouve que finalement, c'est une bonne chose que les socioprofessionnels aient la volonté de faire des propositions. Alors, il faut pas que ça se transforme en yaka faucon, mais il faut sensibiliser les acteurs et les décideurs sur des actions à mettre en place et peut-être aussi sensibiliser l'État au fait que les courses sont une activité économique à part entière et qu'il faut peut-être être vigilant sur le déséquilibre qui est en train de se créer avec la Française des Jeux, en particulier à travers le jeu sur le sport. Avez-vous des chiffres sur l'évolution du nombre de spectateurs dans les hippodromes en France, voire d'autres pays? Alors, les chiffres, j'ai pas il doit y avoir moyen de récupérer des chiffres. Il est évident que le nombre de spectateurs sur les champs de course a tendance à fondre comme neige au soleil. Alors, pour cela, différentes raisons. Ce qui était autrefois un événement dans un village devient et devient très ordinaire parce que ça se reproduit tous les dimanches dans les villages aux alentours. Je prends un peu le cas de l'Ouest. Hein, si vous voulez aller aux courses le week-end, vous avez 3 ou 4 endroits où vous pouvez aller aux courses. Et dans ce contexte d'offres de loisirs, il y a énormément d'autres offres qui sont faites. Donc, les courses qui étaient un peu un loisir il y a 50 ans, un des seuls loisirs il y a 50 ans dans l'Ouest, eh bien, elles subissent une concurrence, une forte concurrence. D'autre part, le spectacle des courses pour les amateurs des courses, eh bien, il peut se voir de votre salon pour les courses PMU. Vous voyez souvent les courses mieux à la télé que quand vous êtes sur place. Donc, c'est vrai que tout cela a pour effet de vider un peu les champs de course, en particulier les hippodromes qui organisent des courses premium dans les métropoles. On le voit bien dans des villes comme Toulouse, comme Bordeaux. On a des hippodromes qui sont parfois un peu déserts, enfin où il n'y a pas forcément tout le monde que justifierait la qualité du plateau qui est présenté. Je crois que c'est conjoncturel et c'est très difficile d'aller à l'encontre de ce mouvement. Alors des efforts considérables sont faits par toutes les sociétés de course, en particulier les petites sociétés de course, elles, comme elles organisent 1 ou 2 réunions par an, c'est l'événement dans le village et les gens, c'est un rendez-vous qu'on ne rate pas. Mais quand vous êtes à Nantes, à Strasbourg, peut-être non pas Strasbourg, mais Toulouse, Marseille ou Lyon, vous avez 20, 30, 40 réunions dans l'année qui en plus ne se courent pas forcément le samedi ou le dimanche, mais qui se courent en semaine. C'est très difficile d'attirer du public sur ces champs de course-là. Voilà la tendance. Dans les autres pays, c'est un problème de culture. Hein. Vous allez à Hong Kong ou même vous allez en Angleterre, aller aux courses. Il y a des grandes, j'ai eu la chance cette année d'aller à Cheltenham.
c'est impressionnant, 60, 65 000, 75 000 personnes pendant 3 jours de suite au même endroit pour voir des courses d'obstacles. C'est culturel là, et en France, on n'a pas forcément cette culture, même si, comme j'ai essayé de vous le montrer par mon document, les courses sont sûrement dans les pays leaders en termes de qualité de chevaux, qualité d'hippodrome, diversité d'hippodromes et qualité des entraîneurs et des metteurs au point. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Sinon, bien écoutez, merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas de compléter le questionnaire de satisfaction qui est à votre disposition. Et avant de vous quitter, ben écoutez, je salue chacun d'entre vous. Je vois qu'il y a des DT parmi nous et je vois qu'il y a le président de la Société des courses de Nantes qui est également qui a suivi cette présentation. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.